C'est au Pérou, à Cabo Blanco plus exactement, que nous emmène dans son sillage Ernest Hemingway. Cabo Blanco est un petit village de pêcheurs spécialisé dans le harponnage des espadons et des marlins. Il est encastré au flanc d'une falaise face aux plateformes pétrolières jadis exploitées par les Anglais et devenu aujourd'hui le territoire des frégates et pélicans qui ont envahi cette partie désolée du nord péruvien. Dans les années 50, ce petit port a connu une notoriété certaine grâce à l'arrivée d'imminentes personnalités comme Sir Woodward de la compagnie d'électricité cubaine, l'écrivain Kip Farrington et surtout le grand Alfred Glassell, président de Texaco et toujours détenteur du record du monde du plus gros marlin noir sorti des eaux du Banco de Cabo Blanco. En 1951, Ernest Hemingway, prénommé Papa, surnom dont il a hérité au bar du Sloppy Joe's à Key West, venait de publier Le vieil homme et la mer. Ce livre lui a valu le prix Pulitzer, un événement majeur pour une œuvre unique et dont les droits cinématographiques ont été cédés à la Warner Bros. Ernest décrivait dans son livre un poisson d'une taille si exceptionnelle qu'il en embarrassa les producteurs. Où trouver un tel poisson pour les images du film ? Cuba était exclu, les requins attaquant les poissons ferrés avant même qu'ils ne soient remontés à bord. En 1955, on trouva la solution en proposant le Pérou. L'acteur Spencer Tracy fut choisi pour interpréter Santiago, le vieux pêcheur. Un choix qui ne convint pas à Hemingway, qui trouvait l'acteur bien trop bedonnant. Cabo Blanco était déjà un lieu de prédilection pour les pêcheurs, dont le tableau affichait une trentaine de marlins de plus de 1000 livres et 3 de 1500 livres. La moyenne des prises tournait entre 600 et 900 livres. Le plus petit des marlins pesait 400 livres. Dans ce village de pêcheurs, un homme a bien connu l'écrivain Jesus Cruz, Jésus Lacroix. Et oui, ça ne s'invente pas, il a aujourd'hui 81 ans. Hemingway l'avait engagé comme guide pour ses sorties en mer. Il est la mémoire vivante du pêcheur Don Ernesto. Il m'a dit « Jesus, quelle chance on a aujourd'hui de pêcher un gros marlin ?» Alors je lui ai répondu « Don Ernesto, vous pêchez 2-3 jours, et voilà. Le 4e jour, ça y est. » Et le 4e jour, il est tombé sur un marlin d'une taille monstrueuse, mais monstrueuse. Plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Tellement qu'on s'est battu, mais battu. Quand ils sont revenus, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Don Ernesto m'a dit que j'avais accompli son vœu le plus cher. Il m'a dit, grâce à toi, tout s'est bien passé. Et je vais revenir. Il était très satisfait, très content. Il m'a également dit que, grâce à moi, toutes les conditions étaient réunies. L'aventure, la pêche, la mer. Et surtout, il m'a dit, Jesus, c'est bien plus fort que tout ce que j'ai pu écrire. J'ai fait un bon livre, on va faire un bon film. Et je vais revenir. Mais il n'est jamais revenu. Gregorio, lui, il venait tous les jours avec le Seigneur Ernesto et tout l'équipage du bateau. On a remarqué que Gregorio faisait très attention à lui. Il lui tenait la main quand il descendait l'escalier. Il faisait très attention à lui. En passant, il me disait « Jesus, bonjour, comment ça va ?»« Bien, je lui disais. Il me demandait si aujourd'hui on allait avoir de la chance. Je lui répondais qu'il faut la provoquer. Il était très bon, vraiment très bon. Tout se passait très bien avec Gregorio. Il était cubain, mais né aux Canaries. Il était beaucoup plus vieux que lui. C'était son aîné. Hemingway, conseiller technique du film, a débarqué avec sa femme Mary, son ami cubain Elicio Arcuales et son fidèle capitaine El Señor Gregorio Fuentes, devenu une légende.
Il nous livre ici son meilleur souvenir de pêche. C'est avec cette canne que j'ai pêché le plus gros poisson. C'est pas la plus grande, mais je l'ai attrapée avec ça. Le moment le plus fort était au Pérou, à Cabo Blanco. C'est là que nous avons eu la plus grosse pêche, la meilleure aussi, car c'est là-bas qu'on a pêché le marlin le plus gros. 1543 livres. Il n'y a pas d'histoire à ce sujet, il n'y a que du travail, et du bon travail. Un travail de 7 heures. Le temps a embelli les souvenirs du vieil homme. En réalité, Papa Hemingway a pêché à Cabo Blanco 3 marlins de 680, 750 et 910 livres. Fuentes, du haut de ses 104 ans et de ses multiples aventures, confond peut-être avec la prise de Glaceul du 4 août 1953. Une prise mémorable, un marlin retors de 1560 livres qui s'est débattu pendant 1h45 minutes au bout d'une canne de 130 livres, après être sorti de l'eau 49 fois. Si Gregorio Fuentes a la mémoire de ses artères, Glaceul, lui, se souvient de cette longue lutte acharnée contre ce marlin. De l'image rare et émouvante d'un compagnon solitaire de plus de 1000 livres qui suivait la ligne, le prisonnier et le bateau, et semblait dans un encouragement muet supplier le marlin de continuer à se battre. Qui a dit que les poissons ne parlaient pas? C'est à 1200 km au nord de Lima, devant des montagnes ocre bardées de tuyaux et piquées de pompes à pétrole, que se dressent aujourd'hui les ruines du très snob Fishing Club. Un endroit où toutes les vedettes des années 50 aimaient se prélasser. De Marilyn Monroe à Lord Mountbatten, en passant par John Wayne, James Stewart ou encore Nelson Rockefeller, un endroit décrit sous la plume d'Hemingway. Le vent soufflait jour et nuit. Le sable s'infiltrait partout dans votre chambre, venant du désert qui forme la côte. Et le vent faisait claquer les portes. Les condors mangeaient les pélicans morts sur les grèves. Les chambres des Hemingway sont vides, les lattes de parquet éclatent sous la chaleur. Cependant, un gigantesque marlin naturalisé trône toujours dans l'ancien salon, celui pêché par le champion du monde, Alfred Glaceul. La mer péruvienne, point de rencontre du courant de Humboldt et de El Niño, constitue un ensemble naturel propice à la vie marine. La richesse de ses eaux attire de nombreuses espèces de poissons fourrages et leurs prédateurs, ainsi que d'innombrables bancs de calamars géants, la pota comme ils sont appelés là-bas. La pêche de ce calamar géant constitue aujourd'hui la principale activité commerciale pour les pêcheurs de la région. La quantité de marlins et d'espadons ayant considérablement diminué ces dernières années en taille et en nombre. De ce fait, le record d'Alfred Glaceul n'est pas près d'être battu. La pota est expédiée pour une grande quantité vers le marché chinois qui la transforme en poudre alimentaire pour chiens et chats. L'IGFA, Association internationale de la pêche sportive, a été fondée en 1939 par l'Américain Michael Lerner et l'Australien Clive Firth. Elle a rapidement pris une ampleur mondiale et a élu en 1940 Hemingway son vice-président. Il a conservé ce titre jusqu'à sa mort en 1962. L'auteur a été le premier à critiquer ceux qu'il appelait les gros vieux porcs. Ces pêcheurs qui amarraient leurs lignes au bateau et ne pensaient qu'à se faire prendre en photo avec leur prise ou encore à passer pour des héros dans les journaux locaux ou les livres de records. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la qualité du matériel était balbutiante. Il fallait avoir du cœur à l'ouvrage et un indéniable doigté pour sortir des prises de plus de 500 kg. L'expérience devenait un talent qui s'acquérait au gré des sorties en mer. Miss Farrington a été la première femme à pêcher à Cabo Blanco, sortant un espadon de 584 livres.
À cette occasion, Hemingway lui envoya ce telex. La perfection, le vrai record, c'est d'être le premier. Parce qu'attraper un poisson, c'est bien, mais il y aura toujours quelqu'un pour en prendre un encore plus gros. L'IGFA est aujourd'hui la première organisation de pêche sportive. Elle compte des représentants dans 75 pays, elle enregistre les records établis en mer et en eau douce. À l'heure actuelle, elle vise surtout à garantir la meilleure protection possible aux espèces intéressant les pêcheurs et à veiller à ce que les droits de ces derniers soient respectés. Son autre objectif est de favoriser les programmes destinés à marquer les poissons ainsi que les opérations scientifiques permettant de rassembler des données sur le milieu aquatique. Elle a pu intervenir lorsque des espèces se sont trouvées particulièrement menacées. Ainsi, la plupart des migrations transocéaniques des plus gros poissons ont été cartographiées à l'aide des marquages réalisés par ses membres. Il est très fréquent de voir dans les zones où se pratique la pêche au gros, des pêcheurs attraper un poisson, le marquer puis le relâcher. Il y a eu, en dehors du record du monde de Glassol pour son marlin noir de 707 kg, une pêche à la traîne tout aussi extraordinaire en 1970 au large d'Hawaï, avec un marlin de 817 kg. Mais cette prise n'a pas été acceptée comme un record puisqu'elle a été réalisée par 3 pêcheurs différents qui se sont relayés. Alfred Dean, quant à lui, a fait date avec le record absolu de prise à la canne en 1959. Il a ainsi pêché un requin blanc de 1208 kg. Une victoire éclipsée presque 30 ans plus tard en 1986 par la capture d'un requin blanc de 1552 kg dans l'état de New York. Mais encore une fois, 2 pêcheurs successifs s'étant relayés pour battre ce monstre, ce record n'a pu être officiellement homologué par l'IGFA. Il faut emprunter l'Overseas Highway pour se rendre dans les Keys au sud de la Floride. C'est un bon endroit pour se sécher ses os, a dit un jour l'écrivain John Dos Passos à son ami Ernest Hemingway, qui a débarqué en 1928 à son retour de Cuba, à Key West avec sa femme de l'époque, Pauline Pfeiffer. C'était un bourg désolé, oublié de Dieu et même semble-t-il des hommes, puisque sa population avait chuté à 10 000 habitants. Le commerce de l'éponge avait périclité à cause d'une maladie et l'industrie du cigare s'était déplacée vers Tampa. Mais pour papa, Key West était le Saint-Tropez du pauvre et il en était tombé amoureux. Il a d'abord loué un appartement pendant 2 ans avant d'emménager dans cette maison du 907 Whitehead Street. Les fondations sont en blocs de calcaire directement prélevés sur le site. La demeure est meublée de ses souvenirs rapportés de ses précédents voyages sur le vieux continent ainsi qu'en Afrique. Le mobilier quant à lui est parisien et des œuvres d'art sont accrochées un peu partout. Elles sont issues d'inconnus ou de personnes plus célèbres. Il faut dire que les amis intimes d'Hemingway s'appellent Miro, Matisse ou Picasso. Dans le jardin, papa a fait construire la première piscine d'eau de mer de Key West. Une piscine qu'il a dessinée lui-même et qui lui a coûté à l'époque la somme faramineuse de 20 000 $. Nichée dans le jardin près de la fontaine aux chats, la jarre a été rapportée de Cuba. Hemingway l'a posée sur un socle qui était à l'origine un urinoir trônant dans le bar de son ami Joe Russell, patron du Sloppy's. Hemingway était un écrivain du matin. Tous les jours pour se rendre dans sa bibliothèque, il empruntait l'allée des chats, ombragée par des arbres aux essences exotiques. Tout y est resté à sa place, comme si le temps n'existait pas, comme s'il était toujours là.
C'est ici qu'il a écrit L'adieu aux armes qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 1956, ou encore Mort dans l'après-midi, En avoir ou pas, Pour qui sonne le glas et Les neiges du Kilimandjaro. Mais la visite serait bâclée si l'on oubliait ces fameux chats que papa affectionnait spécialement. Ils avaient et ils ont encore tous un nom, si possible un nom d'écrivain, d'acteur ou d'un ami de l'auteur. Ces chats ont aussi une particularité physique qui se transmet de génération en génération. 6 doigts griffés au lieu de 4 et certains ont l'air de porter des moufles. Aujourd'hui encore, une soixantaine de chats vit dans la propriété. Je vous présente d'ailleurs Emily Dickinson. Après avoir divorcé de sa femme Pauline en 1939, Hemingway s'est installé à Cuba. La résidence de Key West est alors devenue un lieu de passage, mais l'auteur ne s'est jamais résolu à la vendre et la garda jusqu'à sa mort. C'est à quelques rues de sa maison que papa avait l'habitude de passer une bonne partie de son temps avec son ami Joe Russell. Pour Ernest, Joe avait 2 qualités. Il possédait un bateau et un bar. Joe avait aussi des valeurs d'amitié chères à Hemingway. Un jour où il avait reçu un chèque de 1000 $ pour son roman L'adieu aux armes, le banquier de la First National City Bank refusa de l'encaisser sans garantie. C'est alors Joe qui se transforma en banquier pour son ami Ernest, prenant le chèque et lui donnant du liquide. L'argent peut aussi sceller une amitié. Depuis ce jour, les 2 compères ne se sont plus quittés, partageant leur temps entre la pêche sur le bateau de Joe, qui emmenait aussi des touristes fortunés moyennant quelques dollars, et son bar, le Sloppy's, dans lequel il trafiquait du rhum en provenance de Cuba. Hemingway, entre 2 pages blanches, s'initiait à ce qui allait devenir une passion, un art, un équilibre, la pêche. Le 9 mai 1934 est presque une date de mariage pour l'auteur, car c'est le jour où il est arrivé à Key West avec son propre bateau, le fameux Pilar, du petit nom de sa femme Pauline. C'est sur ce même bateau, devenu aussi légendaire que son propriétaire, qu'Hemingway, de son propre aveu, passera les plus belles heures de sa vie. Le vieux Fuentes disait que pour bien pêcher, il faut bien connaître tous les paramètres de la pêche, sinon on ne tire rien de glorieux. Notre planète Terre devrait en fait s'appeler planète eau, car elle en est recouverte à 75%. Les glaces représentent 2%, l'eau douce 4% et l'eau de mer 94%. 3 océans principaux en composent le milieu marin, l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Apparemment infinis et monotones, les océans offrent en fait une grande diversité. La teneur en sel, la température, les marées, les vagues, les courants, la lumière aussi et la pression créent un environnement naturel en perpétuelle évolution. Tous ces éléments favorisent le développement d'un milieu propice à de multiples formes de vie à des endroits et des profondeurs variées. La surface des océans est parcourue de courants dont la température varie selon les régions. Ils peuvent être chauds ou froids ou dépendre des moussons. D'une manière générale, les courants de surface sont des prolongements de vastes courants circulaires. Ces derniers sont provoqués par le rayonnement solaire et les vents. Le Gulf Stream, par exemple, la Grande Bleue, comme l'appelait Hemingway, est composé de 6 courants chauds différents. Les marées déplacent de gros volumes d'eau, mais elles atténuent également les différences de température et le taux de salinité. Elles modifient aussi le niveau de la mer et les courants qu'elles génèrent ont une importance considérable pour la pêche à la traîne. Les poissons se déplacent constamment avec les marées pour trouver leur nourriture. Il y a une nette différence dans les méthodes de chasse des poissons selon qu'elles se déroulent dans des eaux calmes ou des eaux courantes.
En eau calme, le prédateur poursuit les bancs de poissons, par contre en eau courante, il aura davantage tendance à se dissimuler pour attaquer sa proie par surprise. C'est en 1904 qu'un certain Roy Sever a fabriqué la première canne en bois laminé pour la pêche à la traîne en mer. Et c'est William Boschen qui a présenté le premier moulinet amovible avec un frein incorporé. C'est ce même Boschen qui a pris le premier espadon à la canne, il pesait 162 kg. Il l'a sorti de l'eau avec une canne en bois tropical et un moulinet sans frein. 15 ans plus tard, c'est à Olivier Greenmel que l'on doit l'un des principaux leurres utilisés pour la pêche à la traîne, le jig à plume japonaise. Olivier Greenmel a par ailleurs attrapé le premier espadon de l'Atlantique à la canne. Hormis la vue, le toucher et l'ouïe, les marlins ont aussi un sens olfactif et gustatif. Ils possèdent en outre un sixième sens qui leur permet de déterminer la température et la pression de l'eau qu'ils peuvent supporter. Leurs données sensorielles sont principalement traitées dans les hémisphères cérébraux. Une perception particulière entraînant généralement une réaction déterminée chez ces poissons, le pêcheur a tout intérêt à connaître à la fois ses sensations et leurs conséquences afin d'utiliser les leurres les mieux appropriés. Le marlin a un large champ de vision et ses yeux lui permettent même de voir dans plusieurs directions à la fois. Il peut voir tout autour de lui, droit devant lui, il peut voir avec les deux yeux indépendamment et apprécier les distances avec précision. En revanche, il ne voit que sur de petites distances, car même dans une eau claire, le champ de vision est beaucoup plus réduit que dans l'air et diminue encore avec les grandes profondeurs à cause de l'absence de lumière. Le makira, c'est le nom scientifique du marlin, peut aussi entendre. Son organe auditif correspond à l'oreille interne humaine et lui permet également de maintenir son équilibre. Les organes tactiles du poisson, quant à eux, sont situés sur la peau. Ils lui permettent de sentir des courants et des différences de température à peine perceptibles pour les humains, mais d'une extrême importance pour eux, notamment pour le frais et la recherche de nourriture. La plupart des espèces ont un odorat bien développé qui les aide à trouver leur pitance à de grandes distances. L'organe olfactif est situé au niveau des yeux et les organes gustatifs sont placés à l'intérieur et autour de la bouche ainsi que dans la gorge. Il est certain que les poissons en général ont une sensibilité à la douleur totalement différente de celle des humains ou des autres mammifères. Ou bien leur résistance à cette douleur est très élevée, ou bien ils n'ont pas de mémoire. On a en effet vu des poissons se libérer d'un hameçon pour en attaquer un autre aussitôt. On a également constaté que des requins blessés continuent à attaquer leur proie alors qu'ils sont eux-mêmes mis en pièces par d'autres congénères.
Enfin, connaissez-vous la prière du pêcheur ? Saint Pierre, accorde-moi d'enfin prendre des poissons si grands que la tentation de mentir en les décrivant me soit à tout jamais épargnée, car je ne suis qu'un pauvre pêcheur.